Député qui est avec nous, coprésident de la mission d'observation des comptes de la sécurité sociale, député socialiste, Jérôme Guedj. Vous avez perdu les pédales, monsieur Guedj? C'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Dussopt. C'est Olivier Dussopt, ministre du Travail à l'Assemblée. Il a dit, vous avez perdu les pédales, monsieur Guedj. On va l'écouter. On explique pourquoi. La réalité, monsieur Guedj, c'est que vous perdez les pédales depuis quelques jours maintenant. Vous avez reconnu, après des semaines à nous avoir expliqué qu'il n'y avait pas de déficit, vous avez reconnu qu'il y a un déficit. Vous ne savez plus comment faire. Vous avez mis toute la coalition autour de la France Insoumise dans l'embarras. Vous ne savez pas comment vous refaire la cerise. La réalité, c'est que vous cherchez un petit prétexte pour voter contre l'augmentation des petites retraites. Je cherche monsieur Guedj, en tout cas je cherche ses yeux. Mais d'abord pour retirer une expression malheureuse parce que elle était un peu grossière et j'en suis désolé. Donc je la retire si vous le voulez bien. La deuxième chose, c'est que je ne retire rien de ce que j'ai dit. Monsieur Isaac Sibyl vous l'a dit, je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. Et par ailleurs, si vous souhaitiez avoir ces renseignements, vous aviez, comme vous l'avez dit, qu'à ouvrir l'étude d'impact. Donc, Jérôme Guedj, on va rappeler ce qui s'est passé. Vous êtes coprésident de la mission d'observation des comptes de la sécurité sociale, une fonction qui vous donne pouvoir d'investigation. Et vous êtes allé directement voir la sécurité sociale et vous lui avez demandé de vous donner des documents concernant ce que dit le gouvernement depuis le début, l'augmentation des petites retraites, les carrières longues et ce qui se passe pour la carrière des femmes. Exactement. On vous a donné ces documents. C'est ce qui explique manifestement qu'Olivier Dussopt était très agacé que je fasse ça ce matin. Voilà. Et c'est pour ça que c'est lui, pour le coup, qui a, pardonnez-moi l'expression, un peu pété les plombs. Il s'est excusé pour son expression. Très bien. Moi, je combats les projets, les mesures, mais on n'a pas de problème de relations interpersonnelles. Donc pourquoi est-ce qu'il était agacé? Parce que moi, hier matin, sur une radio, France Inter en l'occurrence, pour la première fois, Olivier Dussopt a lâché un chiffre qui n'était pas donné jusqu'à présent. Il n'était pas dans le projet de loi, dans l'étude d'impact qui permet d'apprécier les mesures. Et depuis plusieurs jours à l'Assemblée, on lui demandait vous nous dites que les 1 200 € de retraite minimale, c'est la mesure emblématique qui va permettre de faire avaler un peu la pilule, de compenser les 2 années supplémentaires. Et donc, la moindre des choses, c'est que vous nous disiez combien de personnes, concrètement, vont bénéficier de cette mesure. Et donc, dans l'hémicycle, on lui posait la question et il répondait pas. Il esquivait, il disait c'est compliqué, on verra plus tard, etc. Et hier matin, donc je prends mon café et je l'entends à la radio dire j'ai eu des prévisions qui m'ont été transmises hier soir et donc je peux vous dire que c'est 40 000 nouveaux retraités qui bénéficieront de chaque année. Ces 1 200 €. Alors il ne précise pas la date, c'est assez intéressant. Il dit 40 000. Donc à ce moment-là, je me dis, il y a donc quelque part une étude qui a été faite. Et c'est à ce moment-là que j'utilise mes prérogatives de coprésident de cette mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, qui a un peu des pouvoirs assez forts, de pouvoir aller à tout moment dans une administration pour pouvoir demander, c'est le rôle d'un parlementaire, d'un représentant de la nation, de contrôler l'action du gouvernement, et donc d'aller demander d'où viennent ces chiffres. Concrètement, comment le ministre a pu annoncer 40 000 montrez-moi vos ordinateurs, les tableurs et les chiffres qui ont été donnés. Et quelle ne fut pas ma surprise, en face de moi j'ai un haut fonctionnaire respectable, le directeur de la sécurité sociale, qui me dit « Nous n'avons rien transmis au ministre ces derniers jours. Nous n'avons rien transmis au ministre ces derniers jours. Et nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir comment ce chiffre de 40 000 € a été construit. Lui-même, il se pose la question. Lui-même, de 40 000 personnes, décidément, ce chiffre de 40 000 personnes a été construit. Pour que les choses soient claires, à côté de moi, j'avais le co-rapporteur de cette mission, qui est un député MoDem, à qui j'avais par courtoisie informé de ma démarche, et qui m'a dit je viens avec toi. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que, y compris un député MoDem est venu parce que mon argumentaire était de dire, on avait écrit une lettre, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas assez d'informations pour apprécier les effets de cette réforme, nous faisons notre job. Donc il est là, il est témoin, vous pouvez lui demander, et il vous le confirme. Donc quand j'ai le directeur de la sécurité sociale qui me dit, je ne sais pas comment ce chiffre est construit, je me dis, il y a un problème. Et quand dans la réponse qu'on vient de voir, le ministre a cette réponse édifiante, je n'ai pas à me justifier de comment je fais mes prévisions. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je n'ai pas de compte à vous rendre sur mes canaux et la manière dont je fais mes prévisions. Vous vous rendez compte? C'était le cœur de leur réforme, en tous les cas, pour faire avaler la mesure négative. Et ils ne donnent pas la manière dont c'est construit. Et le plus terrible, c'est qu'on se rend compte. On se rend compte parce qu'il y a un mois, il disait 200 000 personnes. Là, c'est 40 000. Le mois prochain, on va terminer à 10 000. En fait, c'est peanuts. C'est une baudruche. Il n'y a pas de mesure de compensation pour, en tous les cas, pas à la hauteur de ce que les gens ont compris. 1 200 € de retraite minimale. Les gens ont entendu ça. Voilà. Alors, Alain Duhamel, Jérôme Guedj, il ferait un bon journaliste.
En tout cas, d'abord, il a pris une initiative qui est intéressante, qui n'est pas très fréquente, autant que je le sache. Alors c'était la première fois au titre de cette mission d'évaluation. Mes collègues du budget le font parfois, les rapporteurs généraux, mais pour les comptes de la Sécu, c'était la première fois depuis 96. Bref, c'était bien de le faire, c'était un bon moment de le faire, et honnêtement, c'était surtout justifié de le faire, parce que c'est vrai qu'en ce qui concerne les 1200 €, il y a une cacophonie gouvernementale comme je n'en ai pas entendu depuis des années. Ça, c'est un fait. Et donc, qu'il y ait une demande de clarification, une demande de contrôle et une demande de précision, oui, bien entendu. Ça agace Olivier Dussopt qui perd ses nerfs un peu. Oui, évidemment, quand quelqu'un est démenti, bousculé, en plus, bon, il faut dire ce qui est, moi, j'ai rien contre lui, mais le malheureux, il est en train de ramer devant tout le monde de façon souvent un peu balbutiante ou contradictoire depuis des jours et des nuits. Et c'est probablement dans ces cas-là qu'on utilise des formules qu'on ne devrait pas utiliser. Mais franchement, ça n'est pas la façon qu'il a eu de parler, en tout cas à mes yeux est importante. Ce qui est important, c'est la cacophonie gouvernementale et l'incapacité du gouvernement. Sur une des mesures phares de justice sociale présentées depuis le début par le gouvernement, à savoir les 1200 € garantis. On sait très bien, enfin en partie, ce que je dis, ça n'est pas pour les justifier, mais on sait très bien que à chaque fois qu'il y a eu une avancée, une correction, etc., les chiffres donnés la veille devenaient caducs. Et donc, on a été d'inexactitude en inexactitude en permanence. Mais franchement, c'est du très mauvais travail, c'est une très mauvaise image et c'est une marque d'affaiblissement, comme on peut dire les choses comme on veut. Alors, il y a les 1200 €, il y a aussi les carrières longues, on comprend plus rien, 43 ou 44 ans, alors ça dépend si on a 17 ans ou 18 ans, ça change. Ou 16 ans. Ou 16 ans. Natacha Polony, 16 ans, on risque de travailler ça traduit quoi tout ça? Alors, premier point, ça traduit en effet sur le fond de cette réforme un problème énorme qui est que ça met en lumière le fait que les mesures qui sont censées compenser les mesures sociales sont des mesures cosmétiques, même si elles vont faire du bien à beaucoup de personnes, elles sont cosmétiques par rapport au fond, à l'idéologie qui porte cette réforme. Et c'est ça que font apparaître tous les couacs. Quand Franck Riester est pris la main dans le sac, obligé d'avouer que les femmes vont y perdre plus que les hommes. Oui. Alors, si je peux me permettre de vous interrompre, je ne devrais pas, mais c'est une information aussi dont j'ai obtenu confirmation aujourd'hui. Oui. La réforme, elle permet de faire 17,7 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2030. Et jusqu'à présent, on ne savait pas qui portait l'effort. Et donc ce matin, on m'a confirmé que c'était environ pour 60% les femmes. C'est-à-dire que les femmes, c'est 11 milliards d'efforts sur les 18 milliards d'économies. Et donc Franck Riester avait raison de dire que c'est les femmes qui sont plus pénalisées par cette réforme. Pardon de vous avoir interrompu. Mais je vous en prie, et on comprend donc que cette réforme, en fait, fait porter l'effort d'économie budgétaire sur les classes populaires et les classes moyennes, sur les femmes plus que les hommes. C'est ça le fond du truc, même si derrière il y a des éléments qui viennent compenser et qui sont positifs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question, en effet, du rapport entre l'exécutif et le législatif. C'est-à-dire que vous avez eu raison d'aller jouer votre rôle de contrôle du gouvernement parce que on oublie trop souvent que c'est un rôle essentiel des représentants de la nation et que on a un petit peu trop tendance à considérer en 5e République et en 5e République bidouillée depuis des années que l'exécutif fait ce qu'il veut et que les représentants de la nation, les députés, sont là pour faire joli et pour voter comme on le leur dit. Donc, il est très intéressant de voir qu'il y a du débat à l'Assemblée. C'est bien dommage que les Insoumis fassent en sorte qu'il y en ait moins. Parce que là, on est plutôt sur des questions de fond, là. Voilà, et alors sur que les questions ces derniers jours, c'était pas vraiment le cas. Alors, voilà des questions de fond nécessaires et ce sont les représentants de la nation, les représentants des citoyens qui doivent porter ces débats. Attendez, je voudrais comprendre quand même, sur une réforme aussi importante qui est travaillée, menée par plusieurs ministères. Et Jérôme Gadji, je suis fidèle à la direction de la sécurité sociale pour s'apercevoir que les chiffres sont bidons. Ça veut dire quoi? Qu'elle a mal été préparée, cette réforme? Non, elle a tout le temps changé. C'est une réforme à transformation. Depuis des mois et des mois, on voit pratiquement chaque matin une différence avec la veille. C'est pas une réforme, c'est un train de marchandises de réforme. Et le résultat, c'est que personne n'y comprend rien. Parce que même les journalistes, puisqu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Par exemple, et les journalistes ne comprennent pas toujours eux non plus, parce que ce qu'ils disent le matin a peut-être été invalidé pendant la nuit.
Le seul point sur lequel je suis, donc sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec Natacha. Le seul point, c'est que je pense que dire qu'en ce moment, sous la Ve République, les députés auraient des pouvoirs contraints, etc. S'il y a un moment où ça fonctionne convenablement, c'est depuis qu'il y a la majorité relative. Mais parce que la majorité relative, Alain, c'est quand même... Ça reste verrouillé, monsieur Duhamel. Non mais d'accord, ne me dites pas que ça ne fonctionne pas mieux du point de vue des parlementaires, je veux dire, du point de vue du contrôle du Parlement et du point de vue du rôle du Parlement. Ne me dites pas que ne me dites pas que ça ne fonctionne pas mieux avec la majorité relative et la représentation à peu près équilibrée des Français que sous la législature précédente. C'est ce que je disais, c'est simplement qu'on a pris de mauvaises habitudes pendant longtemps. Et donc on trouve anormal qu'un député joue son rôle. Depuis 1958. Je me permets juste de rappeler la Constitution. L'article 20 de la Constitution dispose que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et donc ce qui est extrêmement grave, c'est qu'un ministre ne veuille pas, refuse de répondre aux questions des parlementaires. Et en effet, ce sont des mauvaises habitudes qui ont été prises par les ministres depuis maintenant le début de la Ve République, qui étaient de ne jamais répondre aux députés. Et donc là, en effet, il y a des moyens d'investigation, de contrôle sur place et sur pièce que vous avez pu utiliser, et tant mieux. Et c'est ça qui n'existait pas avant. Qui n'existait pas auparavant. Renforcé quand même. Qui ont été... Oui, non, mais la réforme de 2008, ça a quand même donné le pouvoir. sujet, en fait, le problème de cette réforme des retraites, c'est aussi la question du véhicule législatif. Pardon, mais j'y reviens. Utiliser un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif empêche, au-delà de contraindre le débat, une chose. Il n'y a pas d'étude il n'y a pas d'avis du Conseil d'État quand on fait un PLFSSR. Et donc du coup, normalement, le Conseil d'État c'est une obligation pour le gouvernement de demander l'avis du Conseil d'État pour tous les projets de loi, sauf les projets de loi de financement rectificatifs. Et donc, le Conseil d'État, qui a beaucoup plus d'outils de hauts fonctionnaires à disposition que nous, simples députés, avec nos 3 ou 4 collaborateurs, normalement, éclaire les députés sur les différentes possibilités, sur les différents aspects de cette loi. Alors, et en utilisant ce véhicule, le gouvernement a aussi bridé la possibilité des députés de pouvoir avoir un avis externe clair et validé par tous. Alors, en tout cas, je vais tout à l'heure devant le secrétariat général du gouvernement pour demander communication de l'avis du Conseil d'État en usant à nouveau de mes prérogatives, parce que ce n'est pas normal que cet avis n'ait pas été communiqué aux parlementaires. Il y en a un, il existe forcément. Il sera fermé tout à l'heure. Non, je vais à Matignon, j'espère qu'ils ne ferment pas à 18h30 à Matignon, et je ne pense pas qu'ils ont fait grève. Non, il est transmis au gouvernement, donc au secrétaire à Matignon. Donc je vais à Matignon auprès de la secrétaire générale du gouvernement, et on va voir s'il me le communique, et auquel cas ce sera un. En attendant, l'horloge tourne. Oui. L'article 7 a toujours pas été examiné. Alors les socialistes, les communistes, les écolos ont retiré leurs amendements pour aller plus vite, mais pas les insoumis. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, en veut à Fabien Roussel de l'avoir fait. Il dit vous avez hâte de vous faire battre. C'est-à-dire que l'article 7, s'il y a vote, vous le perdez. Jean-Luc Mélenchon a tort parce qu'on a coordonné ce qu'on avait envie de faire. En ce moment-là, moi j'ai quitté l'hémicycle, on débat après l'article 2 de choses essentielles, c'est la contre-réforme. C'est le fait de dire, vous faites un impôt sur la vie des gens de 2 ans, voilà, à tout le monde vous imposez 2 ans, pour un déficit dont on ne conteste pas l'existence, il est temporaire, sur 25 à 30 ans, il n'est pas abyssal, à peine 3% à 4%, je prends toujours cet exemple, si vous avez un crédit immobilier de 1 000 € par mois, et qu'il vous manque 40 € à la fin du mois, est-ce que vous vendez votre maison ? Non, vous vous serrez la ceinture, vous essayez d'avoir une augmentation, vous essayez de trouver une solution. Est-ce que la banque sera compréhensive ? Pas toujours. Non. Là, 4% de déficit, on peut trouver d'autres solutions. Et donc, depuis hier, on fait toute une série de propositions, des petites, des grandes, pour taxer des revenus. Alors moi, j'assume, pour mettre à contribution des revenus qui ne financent pas. Oui, mais pour l'essentiel, c'est pas. On va dire, avec les socialistes, c'est toujours plus d'impôts. Mais c'est ce que dit Gabriel Attal. Il dit pour vous, c'est taxer. C'est pas faux, puisque nous proposons de partager. Je vais vous prendre un seul exemple. Il y a des exonérations de cotisations sociales, c'est-à-dire des revenus qui ne sont pas soumis au financement des vieillesses, de l'assurance vieillesse. Et tout le monde s'accorde à dire que ça n'a aucun effet sur l'emploi. Par exemple, vous voyez, un salarié entre 4 200 € et 6 000 € de revenus, donc on est dans les 20% des salariés les plus élevés, il ne paye pas de cotisation patronale. Le patron ne paye pas un certain nombre de cotisations patronales. Ça coûte 3 milliards € par an à la sécurité sociale. Vous voyez bien que... D'accord, mais quand est-ce qu'on va voter l'article 7 ? Donc, tout ça pour dire que on a des propositions alternatives, c'est important qu'on les déploie, et on va arriver à l'article 7. Moi, je souhaite qu'on en débatte. On va arriver à l'article 7. On va arriver à l'article 7. Jean-Luc Mélenchon a tort de penser qu'il ne faut pas aller à l'article 7, parce qu'il y a une demande des organisations syndicales, de nos concitoyens, et je vais même vous dire... Puis de vous-même, j'espère. Et de nous-mêmes, bien sûr. Oui, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est qui chacun qui prend
les parlementaires LR, les parlementaires Renaissance, les parlementaires NUPES. Assumez que, est-ce qu'on vote oui ou non ces 2 années supplémentaires pour tout le monde? Nous l'avons dit. Attendez, leur analyse, elle peut s'entendre. Elle est de dire, mais si jamais on est battu, ça va faire... Ça s'appelle la démocratie. Mais ça s'appelle la démocratie. Ça va faire retomber la mobilisation. Je ne crois pas. Au au 7 contraire, mars. je vais même vous dire, à si l'instant, d'aventure on est battu, on ne le Jean-Luc sera pas. Mélenchon appelle les députés à ne pas se précipiter vers l'article sur l'âge de départ à 64 ans. Donc vous n'êtes pas d'accord. Vous connaissez Non, bien. Alors, nous ne Duhamel. sommes pas d'accord. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une fracture sur ce point-là parmi les opposants de gauche. Alain Duhamel, fort de votre expérience, est-ce qu'à votre avis, il y aura vote sur cet article 7 qui est le plus important de cette loi? Écoutez, moi je le souhaite évidemment, ne serait-ce que parce que autrement c'est l'Assemblée nationale qui renoncerait à son droit, à sa privilège et à sa vocation. Ça serait quand même aberrant. Alors est-ce qu'on arrivera maintenant à accélérer suffisamment les choses pour que avant demain 24 heures le vote ait eu lieu? Parce qu'il y a 2 choses qu'il faut pas non plus confondre. Il y a arriver à l'article 7 et en discuter, et il y a voter. Et pour que l'Assemblée fasse son travail convenablement sur une réforme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est en tout cas importante pour les gens, il faut voter. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, quitte à se faire engueuler par ses électeurs en retournant le lendemain dans sa circonscription. Et ça va être d'autant plus important que, évidemment, ce sont les LR là qui vont être mis au pied du mur. Parce que ne pas avoir voté l'article 2 pour montrer qu'on existait et qu'on était capable de se faire entendre face à la majorité, c'est très bien. En revanche, ça va être très intéressant de voir si, sur le vote de l'article 7, qui est quand même le nerf de la guerre, eh bien là, il y a des députés LR qui sont cohérents avec le discours qu'ils ont tenu jusqu'à présent. Nous, on est très clair. Enfin, pardon, mais Le mot de la fin, M. s'il n'y a Dumont. pas les 43 annuités pour toutes les carrières longues, une partie importante des députés LR, je ne peux pas vous donner un chiffre, je ne suis pas chef de meute, votera contre l'article, voire pourra voter des amendements de suppression, parce que vous avez parfaitement Voilà, raison. on commence par les amendements de suppression et c'est important. Et le premier est un j'ai eu amendement confirmation ce matin que l'amendement déposé par le gouvernement ne répond pas à votre demande puisqu'il n'apporte que 700 millions d'euros. Donc vous Et demandez, c'est pas vous dites à l'honneur. Dumont, votez non. Ah ben, je dis aux députés responsables, aux gaullistes sociaux, à ceux qui sont attachés à notre modèle de sécurité sociale, à une certaine conception du travail et du partage des richesses, qu'on aurait pu faire autrement et éviter de fracturer le pays comme le gouvernement le fait en ce moment. Et rappelez que c'est lui qui fait l'obstruction. On avait proposé 3 jours de débat supplémentaires et il les a refusés. Donc on peut pas nous dire qu'on n'a pas voulu débattre. tout le monde On a triche proposé dans 3 cette jours de histoire. débat Merci. supplémentaires. On Franchement, voulait siéger tout le samedi et monde dimanche triche. dernier. Non, non, non. Honnêtement, tout le monde triche. Merci, messieurs, dames. Merci.